Boa noite, senhoras e senhores. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas realiza hoje e amanhã o colóquio Religião, Justiça e Paz, organizado pelo Núcleo de Fé e Cultura, oportunidade que recebe o magnífico reitor, o professor Padre Jorge Robeika, da Universidade Espírito Santo de Kaslik, no Líbano. Da mesma universidade, contamos também com a presença da pró-reitora de Assuntos Culturais, professora doutora Rodá Nehme, que apresentará na noite de hoje a conferência Religião e Política, Ligações Perigosas e Justiça em Questão nos Casos do Oriente Médio. Para a recepção musical, convidamos o duo de piano e flauta do Grupo de Música de Câmara do Centro de Cultura e Arte da PUC Campinas, integrado pelos alunos Beatriz Ferrucci Saquetin, na flauta, e Lucas de Souza Oliveira, ao piano.
Nós cumprimentamos e agradecemos o duo musical pela apresentação e após essa apresentação de Johann Sebastian Bach, que nos serenou a todos, nós passamos à composição da mesa de honra, convidando o professor Dr. Germano Rigassi Júnior, magnífico reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Professor Padre Jorge Robeika, magnífico reitor da Universidade Espírito Santo de Kaslik, no Líbano. Pró-reitora de Assuntos Culturais da Universidade Espírito Santo, professora doutora Rudá Nerme. Professor mestre Cônego José Luiz Araújo, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas. Prestigiam este evento professor Dr. Roberto Catlab, diretor do Centro de Estudos e Culturas da América Latina, CECAL, da Universidade Espírito Santo, membros do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas, vice-reitor desta universidade, pró-reitores, diretores de centro e diretores de faculdade, professores e funcionários da PUC Campinas e da Sociedade Campineira de Educação e Instrução. Alunos, ex-alunos, representantes da comunidade e instituições públicas e privadas. Também estão conosco presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, cuja honrosa presença nós agradecemos em nome da universidade. Manifestamos o desejo que as excelentíssimas autoridades presentes se considerem membros participantes da mesa de honra. E nós passamos a palavra ao magnífico reitor da PUC Campinas, professor Dr. Germano Rigassi Júnior. Boa noite a todos. Cumprimento o magnífico reitor da Universidade do Espírito Santo, de Kaslik, Líbano, professor Dr. Padre Jorge Robeika, senhora pró-reitora de Assuntos Culturais, professora doutora Rudá Nerme, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura, Cônego José Luiz Araújo, vice-reitor Padre Davi, em nome de quem cumprimento os demais presentes, professores, alunos e gestores da universidade. Chegamos aqui após um dia muito intenso, desde manhã, com o início do colóquio, com a brilhante conferência que o magnífico reitor, professor Dr. Jorge, proferiu para todos nós e que estará à disposição em breve no portal da universidade. E seguimos, após a conferência, para a consumação de um ato formal, que é o da assinatura do convênio entre a PUC Campinas e a Universidade do Espírito Santo de Kaslik, como disse de manhã, a construção de uma ponte, onde professores e alunos poderão transitar na perspectiva da construção das atividades fins das nossas instituições, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. De manhã eu lembrava os fundamentos desta ponte. Monsenhor Salim, representante da comunidade libanesa de Campinas e região, que está na origem desta instituição, da nossa Pontifícia Universidade Católica de Campinas. A identidade que temos enquanto universidades católicas, nascidas do coração da Igreja, e que perseguem juntas a mesma missão, que é a missão de educar para a vida com valores cristãos, para que nossos alunos, além da competência técnica científica, possam também ter
uma vida apoiada em valores éticos cristãos. E faltou um fundamento. E esse fundamento está encarnado na pessoa do Padre Silvano, Padre Silvano está aí, né? Está na cabine, está lá. E Padre Silvano é pároco da paróquia maronita, e quem tem feito nos últimos anos, junto com o Padre Davi, a aproximação das nossas instituições. Então, Padre Silvano, a realização de hoje, né, que acontece por meio da assinatura do convênio, está inspirado nesse trabalho de aproximação, nessa presença constante que o senhor tem em nossa universidade e que tem permitido também a nossa presença junto à comunidade maronita de Campinas. Eu agradeço muito e fruto do seu trabalho também a construção dessa ponte. Uma salva de palmas ao Padre Silvano. E nesse sentido, né, eu espero agora que os nossos estudantes e os nossos professores se disponham, por meio dos projetos que serão certamente construídos com as respectivas direções de faculdade e as coordenações de programa, a fazer, né, esse trabalho conjunto, então, por meio desses projetos, com essa universidade que agora é uma universidade parceira, uma universidade irmã, na construção desse projeto, que é um projeto maior da Igreja de Cristo. É isso, muito obrigado a todos e um bom debate. Convidamos para fazer uso da palavra o magnífico reitor da Universidade Espírito Santo, professor doutor Padre Jorge Robeyka. Bonsoir à tout le monde. Boa noite para todos. Monsieur le recteur magnifique, Dr Germano Rigacci Jr. Magnífico reitor, Dr. Rigacci Jr. Révérend père vice-recteur Davi. Padre vice-reitor, Padre Davi. Mes chers professeurs, mes chers étudiants. Queridos professores, queridos alunos. Comme a dit très justement notre cher recteur, nous avions eu une journée vraiment surchargée. Como o reitor acabou de dizer, nós tivemos uma jornada, um dia bastante carregado hoje. Mais débordante d'enthousiasme et de joie. Mas com muito entusiasmo, de muita alegria. On n'a pas senti le temps s'écouler. Não sentimos nem mesmo o tempo passar. C'était un temps habité par la convivialité. Um tempo marcado pela convivialidade, par l'amitié, pela amizade, par le partage de la foi chrétienne catholique, pela partilha da fé católica et par la même espérance. Pela mesma esperança. Je viens de faire un tour avec Monsieur le recteur, un tour de l'hôpital. Nós acabamos de fazer um tour pelo hospital da PUC, com o reitor. J'ai été impressionné. Ficou impressionado par le respect de la dignité de l'homme dans cet hôpital. Pelo respeito à dignidade da pessoa que acontece neste hospital. Donc la déontologie chrétienne catholique est largement respectée. Então a deontologia dos católicos é bastante respeitada. Quand j'ai vu des patients, des malades dans le couloir. Quando foi possível ver também alguns doentes pelo corredor do hospital. J'ai été bouleversé par cette scène. Ele ficou bastante tocado por estas imagens. Parce que vraiment, il y a un nombre qui surpasse la capacité de l'hôpital. Tem número de pessoas que ultrapassa a capacidade do hospital. Donc la direction crée des espaces dans les couloirs pour respecter l'homme souffrant. E a direção do hospital cria espaços, então, para poder acolher essas pessoas e respeitar a sua dignidade. Vraiment, j'ai vu le Christ souffrant.
Ele viu o Cristo sofredor accueilli avec joie par les patients. Ser acolhido com alegria enquanto paciente. Je me réjouis énormément de cette coopération qui s'enclenche entre nos deux universités. Ele fica muito feliz desta colaboração que vai acontecer entre as duas universidades. L'Université Saint-Esprit de Kaslik au Liban. Universidade do Espírito Santo, no Kaslik, no Líbano. Et la PUCI de Campinas. Et j'espère que l'échange entre nos deux universités ne tardera pas à se faire. Ele espera que este intercâmbio entre as universidades não aconteça logo. Parce que nous serons vraiment tout contents d'accueillir nos jeunes brésiliens. Porque eles serão felizes em acolher os jovens brasileiros dans nos facultés et écoles à Kaslik. Nas faculdades, nas escolas lá no Líbano, em Kaslik. C'est comme ça qu'on pourrait vivre ensemble ce synode vers la vérité qui libère. É assim que é possível conviver juntos em busca desta liberdade importante. Ce synode, marcher ensemble vers la vérité. Se a gente é capaz de caminhar juntos na direção da verdade. Voilà, mes chers amis, merci beaucoup, monsieur le recteur. Merci à vous tous pour cet accueil fraternel et chaleureusement convivial. Obrigado aos amigos, ao reitor e a todos por esta acolhida amiga e fraternal. Merci beaucoup. Muito obrigado. Passamos a palavra ao professor mestre Cônego José Luiz Araújo, coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC Campinas. Eu desejo cumprimentar os membros da mesa, também os professores, alunos aqui presentes, e dizer que é com satisfação e alegria que o Núcleo de Fé e Cultura, que já existe há alguns anos na PUC, oferece à comunidade universitária e a todos os que se interessam mais um colóquio. Desta vez intitulado Religião, Justiça e Paz. Nós todos sabemos que o Núcleo de Fé e Cultura é um órgão ligado à reitoria que deseja auxiliar a universidade para que ela busque cada vez mais viver a sua identidade católica e fazer isto através do diálogo, promovendo o diálogo da fé cristã com as diferentes culturas, em suas diversas dimensões também. Isto, evidentemente, terá uma repercussão nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Mas tudo isso tendo em vista a formação integral dos estudantes, Também a boa convivência da comunidade universitária, reforçando, aperfeiçoando esta relação da universidade com a sociedade, na orientação da ciência a serviço da vida, da promoção da vida. Então, tendo isto em mente como missão, como serviço do núcleo, é que o colóquio que se iniciou hoje de manhã trabalhará o tema da religião, justiça e paz. Hoje de manhã, nós contamos com a valiosa colaboração do padre Jorge, aqui ao meu lado, também da professora Oda Nemé, que vai nos falar agora à noite, e ainda os dois sendo da Universidade Católica lá do Líbano, com eles também veio o professor Roberto, aqui presente, e sendo que de manhã foi abordado o tema ligado ao colóquio, mais contextualizado no Oriente Médio. E agora, especificamente à noite, a professora Oda vai nos falar do título que apareceu aí, de ligações perigosas, na questão da justiça, e ainda enfocando o tema no universo do Oriente Médio.
Amanhã, o colóquio continuará com professores da universidade, da nossa universidade, que vão procurar mostrar a importância da relação da religião para a construção da justiça e da paz. Então, sendo assim, desde já, gostaria de agradecer o apoio que a reitoria deu para que a gente pudesse concretizar este colóquio, agradecer a participação dos membros da Universidade Católica do Líbano, o Padre Jorge, a professora Oda e o professor Roberto. Também agradecer ao Padre Silvano, pároco da Paróquia Maronita, dos nossos professores convidados que amanhã estarão dando continuidade ao colóquio, aos membros do Núcleo de Fé e Cultura, agradecer a todos os setores da universidade, na pessoa da professora Zuleika, que colaboraram para que esse evento pudesse acontecer, e também a todos os alunos, professores e interessados que hoje vieram, de manhã, agora e amanhã ainda estarão participando. Possamos todos fazer deste colóquio um momento de reflexão e enriquecimento para cada um de nós e também para toda a universidade, a fim de que ela desempenhe com fidelidade a sua missão. Obrigado. Nós retornamos a palavra ao magnífico reitor, professor Dr. Germano Rigassi Júnior. Bem, agora eu quero só deixar para finalizar essa abertura do evento uma palavra do nosso grão-chanceler, Dom Ayrton José dos Santos, que é uma palavra fraterna no sentido de trazer um abraço a todos e manifestar também que o grande entusiasta deste convênio foi Dom Ayrton, na medida em que na última visita que fez à Universidade de Kaslik veio bastante entusiasmado para que nós avançássemos também na construção desse convênio, Então, queria deixar para finalizar essa abertura o abraço do nosso grão-chanceler, Dom Ayrton José dos Santos, a quem eu gostaria que recebesse um aplauso, mesmo não estando presente, mas pelo trabalho que tem feito pela universidade. Neste momento, desface a mesa de honra. Solicitamos que seus componentes ocupem os lugares reservados na plateia, permanecendo à mesa a professora doutora Oda Nerme e o professor mestre Cônego José Luiz Araújo. Convidamos o cônego José Luiz Araújo para apresentar a conferencista. A professora Oda Nerme é pró-reitora de Assuntos Culturais da Universidade do Espírito Santo de Kaslik, no Líbano. Ex-decana da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Ela é PhD em Letras e Humanidades, especialista em pensamento árabe contemporâneo, fundamentalismo e laicismo. Autora de vários livros e artigos publicados em diversos idiomas. Membro de vários laboratórios de pesquisa, entre outros o CISA, do Instituto Católico de Toulouse, na França, Grêmio da Faculdade de Filosofia da Universidade Laval, Quebec, no Canadá, Comissão de Diálogo Germano-Libanês na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, professora visitante das universidades europeias, canadenses, magrebinas e latino-americanas, fluente em 3 idiomas, árabe, francês e inglês. Convidamos, então, a professora doutora Oda Nerme para proferir a conferência Religião e Política, Ligações Perigosas e Justiça em Questão nos Casos do Oriente Médio.
Bonsoir tout le monde. Je voudrais commencer par adresser mes vifs remerciements au professeur Dr Germano Rigacci Jr. pour nous accueillir avec beaucoup de chaleur et de sentiments excessivement généreux. Ela está começando agradecendo ao professor Germano, reitor, que acolheu a todos eles com bastante calor, digamos. Je voudrais aussi adresser mes vifs remerciements à notre révérend père recteur pour nous donner cette occasion d'être une délégation auprès de lui, ouverte à l'Amérique latine et en particulier à l'université PUC de Campinas. Notre recteur. Quero também agradecer ao reitor, o Padre Jorge, por ter oferecido essa oportunidade de vir para a América Latina para estas conférences. Mes plus grands remerciements vont aussi à mon collègue, le directeur du Centre d'études et culture latino-américaine à l'USEC, Monsieur le professeur Roberto Catlab, qui est l'ambassadeur culturel entre l'USEC et toutes les instituitions universitaires en Amérique latine. Agradecimento também ao professor que acompanha, professor Roberto Catlab, que também é responsável pelo Centro de Estudos Latino-Americanos. Et Père Seloane, qui est le Saint-Esprit ici pour nous appeler de là-bas et du Liban. C'est notre Saint-Esprit ici, Père Seloane. Ela está dizendo que ele é o Espírito Santo, que traz a possibilidade de estarem aqui. Bon, je vais commencer pour ne pas vous mettre en retard. Talvez pouquinho mais alto o som dela, por favor. Bonsoir, mesdames, messieurs les professeurs. Bonsoir, chers étudiants. Boa noite aos professores, aos alunos. Cumprimento a todos. Oui, c'est fort. Oui. Ils vont faire passer le texte bien. Podemos passar já ao início do texto, por favor? Ok. De Tunis au Bahreïn, de la Tripoli libyenne au Caire, de l'Irak à la Palestine, le Yémen, la Syrie et le Liban, des soulèvements populaires au nom du printemps arabe se sont fait considérer comme le prélude d'un changement bienfaisant et d'une nouvelle perception de l'autre différent en terre d'Orient. Mais malheureusement, les soulèvements se sont travestis en une machine qui broie la dignité de l'homme et qui le réduit à un irrationnel en confrontation culturelle et cultuelle inédite. Fanatisme, pluralisme, démocratie, justice se confondent et trouvent peu d'espace pour essayer de les définir et de les mettre en relation. Seul le paramètre religieux constitue le maillon d'unicité entre les nations du large tissu social au Moyen-Orient. Et encore, nous faut-il reconnaître la problématique sunnite chiite du côté musulman et celle copte, maronite, catholique, orthodoxe, latine, syriaque, melkite, protestante, chaldéenne, arménienne du côté chrétien, sans occulter d'autres minorités telles que les Izédites, les Sabéens, les Kakaïdes, les Druzes, les Bahaïs, les Juifs et bien d'autres. Cependant, des mouvements, bien que timides encore, surgissent ici et là au Moyen-Orient et tentent d'ouvrir la voie à une éventuelle culture d'espoir. Ces mouvements sont l'expression d'une communion constante, propre aux cultures qui s'enrichissent incessamment, l'une l'autre, s'opposant à cette lancinante ruée apocalyptique de soumission de l'autre selon les préceptes de la religion. Deux thèses négationnistes émergent. Quand même. Ici, on parle de la fatigue historique de l'Occident, et là, on parle d'un monde post-occidental, notamment le monde des pays membres du BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, auxquels adhèrent la Turquie, l'Iran
et l'Indonésie, en guise d'attestation qu'il y a des pays musulmans qui mettent à rude épreuve qu'islam et modernité ne sont pas incompatibles, bien qu'il soit difficile de négliger la question d'acteurs inégaux en puissance et dont le regard sur la réalité du monde est bien différent. Seul le Moyen-Orient, berceau des trois religions monothéistes, se retrouve à l'aube du XXIe siècle, absent sur la cartographie d'un monde émergent, et s'enlise dans la boue des révolutions arabes, qui renforcent l'humiliation, élargissent non sans pitié l'espace livré à la mort gratuite, instrumentalisent la religion, ramènent Dieu à la place publique en criminel et dispersent les frères d'hier, les voisins ancestraux, divisant ainsi la société au Moyen-Orient en camp d'islam face à un camp non musulman voué à toutes sortes de malédictions sans scrupules ni regrets. Ce paysage propose un kaléidoscope de scènes obscurantistes, en confrontation inégale avec cette envie de vivre qui permettent à la société excessivement riche en traditions, de convivialité et de savoir-être avec, de sortir de l'étau serré qui l'humilie, lui arrache l'enthousiasme des premiers temps du printemps arabe et qui la chasse de son terroir, n'ayant pour bagage que le sentiment d'être irréversiblement étranger et à la merci des interstices du chaos arabe. En termes de politique, de fondamentalisme et de justice, face à la gigantesque machine de guerre qui moissonne des milliers d'hommes, face aux destructeurs des métropoles millénaires de rayonnement culturel dans cet ancien empire levantin, la justice se réduit comme peau de chagrin et fait maigre figure au Moyen-Orient. La question, quels moyens mettre à l'œuvre pour réduire la violence charriée par le retour fracassant du religieux et du fondamentalisme et dans les différents pays arabes et islamiques, sans occulter son expansion en Occident. Si nous percevons dans les changements modernes transférés par l'Occident un processus irréversible et dont les éléments tels que démocratie, pluralisme, égalité, laïcisme, sécularisation, liberté constituent la substance des croyances qui articulent le fond culturel humain, nous sommes portés à reconnaître la nécessité de revisiter certains concepts ingrédients, et plus particulièrement à l'âge numérique et à l'ère de la globalisation, deux phénomènes interdépendants et à influence illimitée sur la société. Et si nous résistons au choc des civilisations qui classifient la société actuelle et rivale sur un critère religieux au profit de la société qui reconnaissent et qui promeuvent le patrimoine universel, culturel, humain, où chaque nation, chaque ethnie puisse s'y retrouver, où placerons-nous le pourquoi d'un printemps arabe dans un Moyen-Orient devenu, par manque de critères pour l'orienter, une terre brûlée, une excellente matrice d'identité meurtrière, pire encore, une société jugée inhumaine, dénaturée en djihadisme et terrorisme. Il est facile de dire que la justice se fatigue en terre d'Orient, mais il est injuste aussi de ne pas réfléchir sur la question avec objectivité et détermination pour saisir l'origine du mal dans toute sa complexité indigeste. Système social global au Moyen-Orient et justice. Depuis la chute de l'Empire ottoman, dernière grande expression du monde musulman, suivie de la même mise de l'Occident sur le legs politique musulman, est né un sentiment d'humiliation politique et culturelle. Un sentiment d'humiliation énorme chez la population musulmane, qui n'a pas, à ce jour, fait le deuil califal pour savoir faire pleinement son entrée dans une modernité accueillante et appropriée au contexte moyen-oriental
en particulier et au contexte arabe et islamique en général. Cet échec historique s'est traduit en pays gérés soit par des régimes politiques qui ont servi de cible légitime à leur défaite, soit par des régimes monarchiques et religieux non exposés aux changements drastiques que subit le Moyen-Orient. Pour ces royaumes, principautés, une réforme de régime serait étonnamment suffisante. Voilà une inégalité manifeste dans la manière de traiter avec les différents régimes en place, faisant fi des émotions des peuples, de leurs rêves et de leurs aspirations. Cette situation d'inégalité a déclenché une fracture sociale qui met dans un vis-à-vis outrecuidant la souffrance des couches populaires en manque du nécessaire et l'ostentation indécente des couches sociales corrompues. Dans de telles conditions défavorables au développement de l'homme, la justice fait difficilement surface et si l'on s'interroge sur les raisons hostiles à la justice, elles s'avèrent nombreuses et diversifiées. Sur le plan politico-culturel et éducatif, l'état des lieux au Moyen-Orient à la veille des révolutions arabes projette des milliers de jeunes citoyens diplômés, livrés au chômage, sans perception claire de leur avenir, réticents à l'égard des régimes politiques en place. Pourtant, une ouverture incontrôlée est portée sur l'usage des technologies et sur la civilisation musulmane et un retrait injustifié des sciences humaines, voire une absence déraisonnable de la philosophie, cédant ainsi la place à la prédominance idéologique ou confessionnelle en matière d'éducation. Un régime éducatif qui convainc le musulman qu'il est meilleur et supérieur aux autres créatures, pour la seule raison qu'il est musulman. Un enseignement profondément empreint par la charia, à tous les niveaux, familial, social, politique, économique et identitaire, donne lieu au rejet de tout ce qui provient de l'Occident, à réfuter les rêves non assouvis du nationalisme arabe ou du panarabisme arabe. On recule aujourd'hui face au fondamentalisme et à confirmer une identité musulmane face à la mondialisation, d'une part, aux pays musulmans émergents par ailleurs, et à tous ceux qui vivent en terre d'islam ou dans un pays à dominante musulmane. Bien que le Moyen-Orient abonde en écoles et en universités locales et étrangères, toujours est-il qu'en dehors d'une certaine élite formée et cultivée dans des milieux scolaires et universitaires libres et autonomes, la majorité de la jeunesse estudiantine au Moyen-Orient ne maîtrise que la langue arabe comme outil de communication et peine à se faire comprendre à l'échelle internationale. Ajoutons la prolifération inédite d'institutions éducatives disséminées ici et là dans le contexte moyen-oriental qui transmettent aux générations un message qui les maintienne dans une sclérose intellectuelle et qui les idéologise conformément aux révélations de la charia et d'une manière qui ne tolère aucune interprétation étrangère ou en contradiction avec le sens textuel des préceptes coraniques. La politique appliquée dans ces institutions éducatives hermétiquement fermées est de contrer la mentalité d'ouverture à l'autre par la mentalité du complot, par la propension de la victimisation et par l'extension effarante du terrorisme, se réclamant de conception millénariste de la religion musulmane dans le Moyen-Orient, comme dans de nombreux pays arabes et islamiques, mais aussi depuis 2015 en France, en Belgique ou aux États-Unis. Constat
Nombreux sont les jeunes qui ont quitté leur pays, fui l'injustice et qui ont fait leur vie ailleurs par leurs efforts individuels et pointent comme avatars de leur pays. Si je reprends le rapport de l'ONU en 2002, qui porte sur le développement dans le monde arabe et islamique, dont le Moyen-Orient, voilà ce qu'il reflète. Le faible niveau dans l'éducation et la recherche, à quelques exceptions négligeables. L'absence d'une culture démocratique, l'accroissement inédit des inégalités, l'impression d'être dans un monde à la traîne, la réaction arabe et musulmane contre l'occidentalisation est l'expression d'un sentiment d'impuissance invincible. L'analphabétisme des femmes, à 60% jusqu'à aujourd'hui, dans le large monde arabe et islamique, dont le Moyen-Orient, et l'essor de l'islam traditionnel qui exclut les femmes et qui, par conséquent, se condamne lui-même à l'arriération sans que l'Occident n'ait besoin de s'ingérer dans le système politique théocratique ou culturel ou éducatif hostile à la modernité, au changement et au progrès. N'étant pas faite uniquement de lois, de clauses, d'articles, la justice peut s'exprimer autrement. Corriger les instruments grossiers qui dominent le discours politique, culturel et religieux de notre monde. Empêcher les lézardes sociales pour freiner l'exclusion. Rendre les sociétés avides de liberté, de savoir, de réforme et prêtes à renverser l'hégémonie du quantitatif sur le qualitatif. Promouvoir une politique du bien-être. La justice convoitée, c'est celle sociale qui prend son départ dans une éducation de qualité, démocrate, qui donne accès et chance à tout le monde, sans discrimination aucune. Nous sommes tenus à un devoir de raison, comme le sont attirés des derniers événements sanglants qu'ont vécu les pays du Moyen-Orient. C'est le temps de la remise en ordre des idées pour libérer le Moyen-Orient d'un sous-développement socio-politique culturel en assurant à la société la maîtrise du savoir, des sciences et des techniques et en développant les institutions, les centres et les laboratoires de recherche. Le rapport annuel de l'UNESCO sur l'état des sciences dans le monde arabe pour 2005 affirme le déficit de connaissances, knowledge gap, perçu dans la baisse du niveau de traduction ou de publication d'articles et de livres scientifiques dans le nombre très réduit de brevets d'innovation et dans le niveau insignifiant de dépenses pour l'éthique et pour l'enseignement supérieur. L'éducation en général est en panne. Les revendications des révoltes arabes de 2011 sont celles des millions de manifestants issus de milieux pauvres, marginalisés, exclus des bienfaits de l'éducation moderne qui les autorise à vivre dignement. Sur le plan sociopolitique et économique, certains attribuent à l'Occident ou à la mondialisation l'échec dans lequel se trouve le Moyen-Orient ou le monde arabe et islamique qui s'étend des rivages méditerranéens avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, jusqu'à l'arc de crise orientale avec des pays comme l'Afghanistan ou le Pakistan. Ils affirment aussi que l'injustice et la frustration causées aux Arabes par les grandes puissances ont favorisé l'émergence d'un radicalisme islamique de crainte de voir venir l'anéantissement des musulmans et de l'islam. Signalons que la mémoire collective des Arabes, musulmans en particulier, n'a de modèle de force, d'énergie, de victoire, d'acteur dans la civilisation universelle que l'islam, qui avait fait d'eux les maîtres du monde du 7e siècle à 1683, date de la décomposition d'un empire musulman qui a fini par perdre tout son prestige après avoir précédemment interdit la circulation des livres, passé à d'autres le flambeau de la civilisation et après avoir perdu confiance en eux-mêmes. De l'autre côté de l'histoire,
une certaine arrogance intellectuelle persuade la société musulmane que le futur lui appartiendra comme auparavant le passé lui avait appartenu, et l'empoisonne avec le matraquage qui lui promettrait une Europe islamisée ou un islam européanisé, occidentalisé. Pourtant, ce même Occident, depuis l'ancienne question d'Orient jusqu'à aujourd'hui, accusé d'un rôle prédominant dans le destin du Moyen-Orient, a ouvert ses portes pour accueillir les réfugiés durant ces dernières années. C'est lui qui a reçu les vagues d'immigration, toutes tendances confondues. C'est l'Occident qui a revisité son système éducatif pour permettre l'intégration d'une société plurielle dans un système politique respectueux du droit à la différence, chose non étayée au Moyen-Orient, ni dans le monde arabe et islamique, à part le Liban. Quel Syrien, Irakien, Yéménite, Libyen ou Palestinien s'est rendu aux portes d'une ambassade arabe ou islamique pour se doter d'une nationalité? Ce sont toujours les ambassades européennes, canadiennes, américaines, australiennes, latino-américaines qui accueillent les demandes de visa. Pourquoi? Parce que l'absence de la justice est manifeste et parce que la géographie physique et humaine est tragiquement éprouvée. Si l'Occident est accusé par les Arabes et les musulmans pour leur avoir arraché leur pouvoir, il n'en demeure pas moins que la politique dans les pays du Moyen-Orient n'a pas déployé les efforts suffisants pour remonter la pente et affirmer leur détermination à récupérer ce qu'ils ont perdu ou à éviter de perdre le coche. Est-ce à dire que le Moyen-Orient n'est fait que d'injustice? Bien sûr que non. N'y a-t-il pas une pensée, une idée, une volonté de contrecarrer cette difficile situation et faire montre d'une authentique détermination à éviter la marginalisation et l'assujettissement et à se nantir d'une philosophie pour ce temps qui permette d'ouvrir des fenêtres, des portes, de construire des ponts de rapprochement réductibles de l'hostilité propulsés par les sentiments d'humiliation, de frustration et d'éviction? Je vous avoue qu'ils sont très nombreux, les intellectuels musulmans, égyptiens, tunisiens, algériens, marocains, jordaniens, turcs, iraniens, syriens, irakiens, libanais, palestiniens, qui s'évertuent pour mettre en amont les valeurs du pluralisme, de tolérance et de civisme considérés inhérents à l'islam. Les efforts pour la diffusion de ces valeurs sont considérables, mais la société contemporaine, aussi bien orientale qu'occidentale, ne digère plus facilement toute cette politique, toute cette polémique, voire elle n'y croit plus. La fracture imaginaire créée entre eux et nous, immédiatement rattachée au concept de valeur chrétienne et à celui de valeur musulmane, ou plus largement aux valeurs occidentales, nous permet de constater que l'islam est une religion en pleine expansion et en plein essor, mais est-ce que l'expansion et l'ascension de la religion musulmane, particulièrement dans ses formes actuelles, ont contribué au progrès notable au niveau économique, social, politique, culturel, scientifique, technologique dans le Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde arabe et islamique? Ce qui paraît saugrenu, c'est d'une part la perception de la modernité comme une décadence morale et d'autre part la recherche dans le passé des recettes qui répondront aux problèmes du temps présent. Le Moyen-Orient n'est pas en manque de mouvements qui hissent la justice sociale au rang du changement politique tant attendu. Sur les places publiques du Moyen-Orient, des millions d'êtres humains se sont sacrifiés à l'autel d'une nation libre, indépendante, démocrate, juste, que gérerait la loi, mais dirions-nous, l'humiliation ne semble pas avoir ni plafond ni fin. La justice devrait endiguer
cette éventuelle disparition, que cette matrice d'un nouveau tracé de frontières au Moyen-Orient, appelé Daesh ou ISIS, tente de réussir en vue d'une nouvelle islamisation génératrice d'une nouvelle catégorie de techniciens du théologico-politique favorable à l'instrumentalisation de la religion. Face à cet état de lieu, est-ce que l'Occident est uniquement un Occident laïque, ayant chassé Dieu de son espace public, rien que pour instaurer un régime politique qui sépare le spirituel du temporel? Allons voir ensemble le paysage occidental en matière de religion. Je vais passer rapidement sur ce passage. Ok, Père Silvanus? Rapidement. Largement démocratique et essentiellement occidental, la laïcité, en tant que régime politique dans nombre de pays occidentaux, n'a pas pu évacuer la religion de la place publique. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, aux États-Unis, le religieux n'est pas absent des milieux politiques les plus talentueux. En France, je vous donne l'exemple de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui n'a pas manqué d'évoquer le fait religieux dans ses différents discours. Avec, je vais, dans les enquêtes données aux États-Unis, par exemple, vous avez une enquête sur What Abrahamians and Iranians Have in Common, menée sur 3 ans dans 143 pays, à raison de 1000 personnes dans chaque pays, questionnées sur le degré de religiosité. Nous allons remarquer qu'à la question « La religion tient-elle une place importante dans votre vie quotidienne ?», les résultats obtenus se lisent dans les pourcentages suivants. En moyenne, dans plus de 70 pays, plus de 82% des habitants répondent par l'affirmative. Je vais à Père Silvanus. Je vais à éléments de réponse. En matière de politique, nous allons cerner la question en trois dates clés. En janvier 2003, George W. Bush décide de remodeler le Grand Moyen-Orient, du Maroc au Pakistan. À cet effet, il s'est appliqué à attaquer l'Irak. Mais voilà que les conséquences concrètes se déchiffrent dans plus de 1 500 000 Irakiens, tués sans compter les déportés, le génocide des minorités chrétiennes et autres, l'exode massif de la terre natale et ancestrale. Ok. Non, il faut passer. Voilà, c'est là. On est là. Voilà. Alors, le génocide des minorités chrétiennes et autres, l'exode massif de la terre natale, le démantèlement d'un pays, bien que tortionnaire à quelques égards, il est devenu un foyer de meurtriers et de corrompus, de comploteurs, d'illettrés et de citoyens entièrement à part. Je passe au numéro 2. Le 19-12-2006, le Time Magazine publie un rapport secret sur la Syrie, dans le viseur de George Bush, soit 5 ans avant le printemps arabe, à la question « Pourquoi les États-Unis soutiennent les opposants ?» Pour renverser le régime d'Assad, la réponse recueillie s'inscrit dans le sillage même de la politique sismique qui a fragmenté l'Irak. Donc, le Moyen-Orient, si vous remarquez, meurtri, interpelle la conscience du monde, surtout du monde occidental, pour remettre en question toutes ces démarches politico-militaires qui ont fait plus de morts, de destruction, d'appauvrissement, d'humiliation à ces peuples que ne les fait un régime politique tortionnaire. Le Moyen-Orient n'avance pas, la jeunesse est déprimée, les réfugiés et les exilés se multiplient. Au Liban, à titre d'exemple, un pays qui n'a pas encore pensé les plaies de la guerre qu'il a rongées pendant plus de 2 décennies et qui ne s'achève pas, comme nous le constatons, les réfugiés syriens atteignent à peu près la moitié de la population libanaise et menacent la paix, l'économie et la stabilité du pays. Nous allons vers, donc, face à la rude épreuve
du musulman, le chrétien du Moyen-Orient ne parvient pas à se libérer de l'image d'un passé qui entretient à ce jour son inconscient collectif, à savoir le génocide arménien, le génocide syriaque, Seifo, l'atteinte sporadique contre les chrétiens et tant de facteurs de crainte qui n'ont pas encore été complètement résorbés tant que les mouvements migratoires recueillent des milliers de déplacés chrétiens en comparaison avec le nombre de leurs compatriotes musulmans qui laissent leur pays natal en terre d'Orient. Pourrions-nous prédire que le chrétien et le musulman n'ont pas de lendemain commun au Moyen-Orient, dont le Liban? Alors, serions-nous portés à affirmer que la coexistence est un phénomène artificiel promu constamment à la désintégration? Lorsqu'une panoplie d'images de cauchemars transmises live par les médias nous alerte et nous interpelle, nous nous rendons compte que nous sommes dans une ère d'incompétence, d'insécurité, d'inculture, de fondamentalisme caricatural qui nous projette telle une scène vivante de confrontation culturelle et civilisationnelle et de la corruption. On dirait que les populations du Moyen-Orient ne sont pas parvenues à créer une société civile, ni à instaurer un état de droit, ni à intégrer la modernité. Et de surcroît, elles n'ont jamais cessé de se pencher sur le passé en quête de solutions pour l'avenir. Nous allons passer à les voies de la justice. Persenuanos, les voies de la justice. Voilà. Observons les choses de la vie sainement et éthiquement. Nous comprendrons que la justice se construit, se travaille, s'édifie dans une sphère sociale favorable à son séjour dans un contexte pourvu de savoir, d'égalité de chance, de lois protectrices contre le mal, d'autonomie, de souveraineté, de reconnaissance, de savoir-vivre pour et de savoir-vivre avec. Vers un terrain d'entente et de paix pour que la justice parvienne à maîtriser cette passion pathologique, malade, narcissique, qui se développe ici sous forme d'un moi supérieur, dominant, fort, et là, sous forme d'un moi fanatique, difficilement curable, pour que la justice puisse véhiculer les valeurs et les idéaux de l'Occident de liberté, d'égalité et de fraternité, sans vexer l'ego oriental, pour que les peuples d'Orient se sentent des frères en humanité, capables d'intégration et d'intégralité, il faudrait éviter une humanité semblable à une poussière d'ego ou à une conjonction aléatoire d'égoïsme ou à un déchaînement de subjectivité ou à une forme de repli sur soi. Recommandations. Quelles sont les recommandations en faveur d'une justice possible, particulièrement en terre d'Orient? Voilà, à cette interrogation, nous dirons qu'il faudrait savoir, 1. Éduquer à l'ouverture à l'autre et délégitimer n'importe quel type d'ethnocentrisme ou d'imposition, quelle que soit sa provenance. 2. Mettre tout projet éducatif au service de la personne humaine dont on n'atteint le cœur que dans un acte de foi anthropologique, essentiellement pédagogique, en parenté étroite avec la foi théologique du chrétien et en réponse aux enseignements du Christ, qui fut l'exemple parfait de la reconnaissance de l'altérité de l'autre. Prévoir dans le curriculum des cours d'éthique, d'éducation à la citoyenneté, au droit à la différence, au pluralisme, à la diversité culturelle, à la culture religieuse, aux valeurs, à l'histoire des civilisations. 4. Promouvoir le respect de la volonté libre de l'autre en respectant sa volonté de choix et par conséquent de résistance. 5. Entretenir un dialogue réciproque d'ordre eschatologique, réductible des fractures et des distances en termes de foi, de croyance et d'appartenance. 6. Favoriser la circulation d'un vocabulaire dont les maîtres mots seront l'amour, le pardon, le droit, la citoyenneté, le respect, l'équité, l'éthique, l'engagement, pour que les biens de la justice
soit à la portée de tout le monde. 7. Éduquer au bien de la gratuité, tels que l'affection, le sens de la vie, l'espérance, la consolation, la compagnie, la compassion, la miséricorde. 8. Former à l'humanité de la religion, porteuse du sens de la vie, à la reconnaissance mutuelle entre les parties religieuses et non religieuses d'une même société, au respect de la dignité humaine. Doter la société de courage et de raisonnement pour qu'elle mette fin à l'instrumentalisation religieuse et ethnique en terre d'Orient. Éduquer au rétablissement de la santé mentale disparue au Moyen-Orient. Merci.